Bien, bonjour à tous. Donc, la dernière fois, je vous ai présenté essentiellement deux actions intéressantes du groupe OutFN. Une action sur un espace compact, qui était la compactification de l'outre-espace de Kühler et Voigtmann, que je vous ai décrite comme étant un ensemble d'actions du groupe libre sur des arbres réels. Et par ailleurs, une action de OutFN sur un complexe hyperbolique, qui était le complexe des scindements libres. Aujourd'hui, on va en fait voir une autre action de OutFN sur un autre complexe hyperbolique qu'on appellera le complexe des facteurs libres. Et le but aujourd'hui, ça va être d'utiliser la dynamique de ces actions de OutFN, à la fois celle sur l'espace compact et celle sur l'espace hyperbolique, pour en déduire des résultats algébriques de classification des sous-groupes de OutFN. Alors, l'objectif que je me suis fixé pour cette séance est double. Donc, d'une part, je voudrais vous donner une démonstration géométrique de l'alternative de Tits pour OutFN, qui est un théorème qui a été établi originellement par Besvina-Fein et Handel dans une série de 2 articles publiés en 2000 et 2005. Donc notez que c'est avant la démonstration de l'hyperbolicité des différents complexes, le complexe des scindements libres ou des facteurs libres munis d'actions de OutFN. Aujourd'hui, je vais vous en proposer une démonstration qui repose sur cette hyperbolicité. Donc, l'énoncé, c'est OutFN satisfait ce qu'on appelle l'alternative de Tits, qui est une dichotomie forte sur les sous-groupes possibles de OutFN. Donc, ça vous dit que dès que vous prenez un sous-groupe dans OutFN, n'importe lequel, je ne fais pas d'hypothèse particulière sur H, en particulier je ne suppose pas que H soit de type fini, vous prenez n'importe quel sous-groupe, eh bien alors vous avez la dichotomie suivante, soit H va être gros au sens où H contient un sous-groupe libre non abélien, une copie de F2, ou à l'inverse, H va être relativement petit, cette fois au sens où H va avoir un sous-groupe d'indices finis qui est résoluble. Donc quand j'écris qu'un groupe possède virtuellement une propriété, ça voudra dire que H a un sous-groupe d'indices finis qui a cette propriété. Alors ici, en fait, dans un article ultérieur, Besvina-Fein et Handel ont montré que les sous-groupes résolubles de OutFN sont en fait tous virtuellement abéliens. Résultat qui a aussi été remontré par Ali Begovic. Voilà, donc ça vous donne vraiment une dichotomie forte sur les sous-groupes possibles de OutFN. Cette dichotomie, on l'appelle l'alternative de Tits, parce que la première occurrence d'un tel résultat a été montrée par Jacques Tits dans les années 1970 pour les sous-groupes de groupes linéaires, disons GLN, K en caractéristiques nulles tout du moins. Si vous êtes en caractéristiques non nulles, il faut seulement regarder les sous-groupes de type fini de GLNK. Voilà, et puis mon deuxième objectif, ça va être en un sens de vous donner une classification un peu plus concrète des sous-groupes de OutFN qui va relier leur structure algébrique à la manière dont ils agissent en tant que groupe d'automorphisme du groupe libre. Alors précisément, mon objectif, ça va être d'établir un analogue, dans le cas des groupes libres, au théorème de décomposition d'Ivanov pour les groupes modulaires de surface, qui vous dit la chose suivante. Donc prenez une surface fermée, orientable, de genre au moins 2. Et vous vous donnez un sous-groupe quelconque du groupe modulaire de la surface sigma, qui, je vous le rappelle, est défini comme le groupe des classes d'isotopie de difféomorphisme de la surface sigma qui en préserve l'orientation. On a vu la dernière fois qu'il y avait des analogies entre les groupes modulaires et OutFN. Bien, donc ce que vous dit le théorème d'Ivanov, c'est que si vous vous donnez n'importe quel sous-groupe du groupe modulaire de la surface, eh bien vous allez toujours pouvoir lui associer une certaine décomposition de la surface sigma en un certain nombre de sous-surfaces qui sont invariantes par H, ou du moins par un sous-groupe d'indices finis de H. Donc, tous les difféomorphismes dans H préservent chacune des sous-surfaces de la décomposition. Et en restriction à chacun des morceaux de la décomposition,
on va avoir qu'un nombre fini de briques élémentaires, si vous voulez, possibles pour le sous-groupe H. Donc précisément, ce que ça vous dit, c'est que donc pour tout sous-groupe du groupe modulaire, vous pouvez trouver un sous-groupe d'indices finis H0 dans H et une décomposition de sigma en sous-surface dont les classes d'isotopie sont invariantes par ce sous-groupe d'indices finis. Et donc, tel que si vous prenez une sous-surface de cette décomposition, donc H0 préserve la sous-surface, et en restriction à cette sous-surface, bon, une possibilité, c'est que H0 agisse simplement comme l'identité. Sur S. Ou alors, ce qui va se passer, c'est que H0 va forcément contenir un difféomorphisme dit pseudo-anosophe de la sous-surface. Donc qu'est-ce que c'est qu'un difféomorphisme pseudo-anosophe de la sous-surface? Pensez-y comme un difféomorphisme générique de la sous-surface qui va mélanger toutes les courbes sur la surface. Donc on dira que phi est pseudo-anosophe si aucune puissance propre de phi ne fixe la classe d'isotopie d'une courbe fermée simple essentielle sur la surface. D'accord, donc soit H0 agit trivialement sur la sous-surface, ou soit vous avez un difféomorphisme générique, et en fait, dans ce second cas, on peut décomposer en deux sous-cas. Donc, il se peut qu'en fait, vous avez, si vous voulez, un morphisme de H0 vers le groupe modulaire de la sous-surface S. Il se peut que l'image de ce morphisme soit simplement cyclique et engendrée par ce pseudo-anosophe. Donc, soit l'image de H0 dans le groupe modulaire de la sous-surface S, qui est une des composantes du complémentaire des courbes, est, disons, virtuellement monogène, virtuellement isomorphe à Z et engendré par ce pseudo-anosophe, ou alors, donc soit essentiellement vous contenez un seul difféomorphisme pseudo-anosophe et ses puissances, ou soit en fait vous contenez énormément de difféomorphismes pseudo-anosophes et H0 va contenir un sous-groupe libre engendré par deux difféomorphismes pseudo-anosophes indépendants de la sous-surface S. D'accord, donc vous avez un morphisme de H0 vers le produit des groupes modulaires de chacune de ces sous-surfaces. L'image dans chacune des sous-surfaces, elle est soit triviale, soit virtuellement cyclique, engendrée par un pseudo-anosophe, ou soit elle contient un sous-groupe libre de pseudo-anosophes. Et le noyau de ce morphisme, en fait, il est fait simplement de twists autour des courbes séparantes. Donc, un difféomorphisme dans le noyau, ça va être un twist. Et un twist, imaginez que vous prenez la sous-surface, vous la déchirez au niveau de la courbe séparatrice, vous faites un tour et vous venez recoller. Ça, c'est les difféomorphismes que vous allez trouver dans le noyau. Et donc, vous voyez en particulier qu'à partir de ce théorème de décomposition d'Ivanov, vous pouvez déduire l'alternative de Titz pour les groupes modulaires de surface. Parce que si vous vous donnez n'importe quel sous-groupe du groupe modulaire, vous regardez la décomposition associée. Soit il y a une sous-surface en restriction à laquelle vous trouvez un sous-groupe libre de difféomorphisme pseudo-anosophe, donc vous avez un groupe libre, ou soit en fait, en restriction à chacun des morceaux, vous êtes au plus virtuellement cyclique, et puis vous avez aussi des twists de Den, mais ce qui se passe en restriction à chacun des morceaux, c'est indépendant, ça commute, et donc votre groupe H est en fait virtuellement abélien si vous n'avez aucune sous-surface qui est de ce type-là. Voilà, alors donc mon but aujourd'hui, ça va être de vous donner un résultat analogue pour OutFN qui va vous dire que eh bien, dès que vous prenez un sous-groupe de OutFN, en un sens, et il faudra définir précisément ce que ça veut dire, mais vous pouvez trouver une décomposition de Fn en un certain nombre de sous-groupes qui sont invariants et qui vous permettent de comprendre la dynamique du sous-groupe H de OutFN que vous êtes en train d'étudier.
Alors, dans le cas des surfaces, ce théorème d'Ivanov découle de la version un peu plus simple suivante, qui est que dès que vous donnez un sous-groupe du groupe modulaire, eh bien, soit H contient un difféomorphisme pseudo-Anosov, que j'abrégierai petit p grand A de la surface sigma tout entière. Si c'est le cas, en fait, votre décomposition, c'est simplement la décomposition triviale où vous avez un seul morceau dans la décomposition et vous avez déjà un difféomorphisme pseudo-Anosov de la surface tout entière. Ou alors, H a un sous-groupe d'indices finis qui fixe la classe d'isotopie d'une courbe fermée simple essentielle sur S. D'accord? Donc ça, ce que ça vous dit, c'est que si vous prenez un sous-groupe du groupe modulaire, eh bien soit tout le groupe fixe une courbe sur la surface, soit vous pouvez trouver un difféomorphisme dans le groupe dont aucune puissance ne fixe de courbe sur la surface. Et en fait, ça vous suffit à démontrer le théorème de décomposition générale, parce que si maintenant vous êtes dans le deuxième cas où H fixe une courbe sur la surface, eh bien vous allez inclure cette courbe dans votre décomposition. Et maintenant, vous pouvez raisonner par récurrence sur la complexité topologique de la surface en raisonnant dans le complémentaire de cette courbe. Vous regardez la sous-surface qui est le complémentaire de cette courbe, vous pouvez de nouveau appliquer le théorème d'Ivanov. Soit vous avez soit H contient un difféomorphisme pseudo-Anosov de la sous-surface complémentaire, et à ce moment-là, c'est ça la décomposition dans le théorème d'Ivanov. Ou bien vous trouvez une nouvelle courbe invariante, et à ce moment-là, vous recommencez, et en un nombre fini d'étapes, vous arrivez à une décomposition maximale de la surface qui vous donne la décomposition complète d'Ivanov. Voilà, donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est, dans un premier temps, et ça va nous occuper pour une bonne partie du cours, je vais vous démontrer un analogue à cet énoncé-là dans le cas des groupes libres. Et ensuite, dans une deuxième partie, je vous expliquerai pourquoi cette étape de récurrence, en vue d'établir un théorème de décomposition complet et une alternative de Tits, est plus difficile dans le cas des groupes libres, et je vous expliquerai qu'est-ce qu'il faut faire pour surmonter cette difficulté. Mais dans une première partie, je vais chercher à établir un analogue à ce théorème-là pour les automorphismes de groupes libres. Donc, je vais en particulier commencer par vous dire ce qui, dans le cadre des groupes libres, va jouer le rôle des classes d'isotopie de courbes et qu'est-ce qui va jouer le rôle des difféomorphismes pseudo-Anosov. Donc, ce qui va jouer le rôle des courbes, ce sont ce qu'on appelle les facteurs libres de Fn. Donc, un facteur libre du groupe libre, c'est défini comme un sous-groupe du groupe libre qui apparaît dans une décomposition de Fn, qui apparaît comme l'un des facteurs dans une décomposition de Fn en un produit libre. D'accord? Donc si vous avez par exemple un groupe libre à 3 générateurs x1, x2, x3, bah, par exemple le sous-groupe engendré par x1 et x2 va être un facteur libre de F3. Alors ça, si vous voulez, vous pouvez y penser comme un analogue à la notion de courbe, parce que si vous avez une surface qui a un certain nombre de composantes de bord, de sorte que son groupe fondamental est un groupe libre, et si vous prenez par exemple, disons, une courbe séparante sur la surface, eh bien, le groupe fondamental d'une des sous-surfaces qui est le complémentaire de la courbe va être un facteur libre de ce groupe libre. Ça peut justifier l'analogie qu'on fait entre les courbes et les facteurs libres de Fn. Et donc, de même qu'un difféomorphisme pseudo-Anosov, c'était un difféomorphisme de la surface dont aucune puissance ne fixe de courbe sur la surface, eh bien, par analogie, on va définir un automorphisme complètement irréductible
comme eh bien, un automorphisme dont aucune puissance ne va préserver la classe de conjugaison d'un facteur libre de Fn. Donc, tel qu'aucune puissance propre de phi ne préserve la classe de conjugaison d'un facteur libre propre du groupe libre. Et donc, au vu de ces définitions, l'analogue à ce résultat d'Ivanov, c'est un théorème qui a été d'abord établi par Handel et Mosher pour en fait, les sous-groupes de type fini de Houth-Fn. Et dans ma thèse, j'ai étendu ce résultat à tous les sous-groupes de Houth-Fn avec en fait, une démonstration qui est tout à fait différente de celle de Handel et Mosher. Et donc ça vous dit que si vous prenez n'importe quel sous-groupe de Houth-Fn, eh bien soit H contient l'un de ces automorphismes complètement irréductibles, ou alors le groupe tout entier a un sous-groupe d'indices finis qui préserve la classe de conjugaison d'un facteur libre propre de Fn. D'accord. Et là encore, comme dans le cas des surfaces, en fait, dans le premier cas, vous pouvez aller un petit peu plus loin dans la classification et dire que soit en fait H est simplement un groupe qui est virtuellement isomorphe à Z et engendré, donc H a un sous-groupe d'indices finis qui est engendré, qui est isomorphe à Z et engendré par un automorphisme complètement irréductible, ou soit en fait H contient un sous-groupe libre non abélien qui est engendré par deux de ces automorphismes complètement irréductibles. Donc soit vous êtes juste virtuellement cyclique, ou soit en fait vous contenez un très gros groupe engendré par deux automorphismes complètement irréductibles. Voilà. Donc c'est ce théorème-là que je vais maintenant tâcher de vous démontrer. Et la manière dont on va démontrer ce théorème, c'est en étudiant, en classifiant les sous-groupes de Houth-Fn au regard de leur dynamique sur un complexe hyperbolique, qui est alors non pas le complexe des scintements libres que je vous ai présenté la dernière fois, mais son acolyte, qu'on appelle le complexe des facteurs libres, et que je vais vous définir maintenant. Donc à partir de cette collection de tous les facteurs libres du groupe libre, on va construire un complexe combinatoire. Disons que je vais vous en définir, pour simplifier, un squelette, donc le graphe des facteurs libres. C'est le graphe défini de la manière suivante. Donc les sommets, comme son nom l'indique, vont correspondre aux classes de conjugaison de facteurs libres propres du groupe libre. D'accord? Et quand est-ce qu'on va mettre une arête entre deux classes de conjugaison de facteurs libres? Eh bien, une définition possible, c'est de dire que vous allez mettre une arête entre la classe de conjugaison de A et la classe de conjugaison de B si, à conjugaison près, donc si vous pouvez trouver des représentants A et B de cette classe de conjugaison qui soient l'un contenu dans l'autre. Donc disons A contenu dans B ou B contenu dans A. D'accord? Alors, bon, formellement, pour avoir un complexe connexe, il faudrait modifier très légèrement la définition dans le cas où n égale 2. Mais à partir de n égale 3, cette définition convient parfaitement, donc je vais pas, ça ne va pas être très gênant pour ce que je vais vous expliquer. Voilà, et donc le résultat important sur la géométrie de ce complexe, démontré par Besvin et Fein la même année
Kendall et Mosher ont montré l'hyperbolicité du complexe des scindements libres. C'est que ce graphe des facteurs libres, que je vais noter FF, est lui aussi hyperbolique au sens de Gromov, au sens où il a cette propriété de finesse des triangles géodésiques. Et ce n'est pas pour une raison évidente. FF est de diamètre infini. Voilà, alors, je n'ai pas prévu de vous montrer l'hyperbolicité de ce graphe-là, parce que je vous ai déjà présenté une démonstration d'hyperbolicité la dernière fois. En fait, par contre, dans ce cours, on va voir pourquoi le graphe des facteurs libres est de diamètre infini. Parce qu'en fait, je vais même être amené à faire mieux que ça, je vais être amené à vous décrire le bord à l'infini du graphe des facteurs libres, et donc en particulier à vous exhiber des suites de points dans le graphe du facteur libre qui divergent vers l'infini. Voilà, alors, je voudrais faire quelques petites remarques concernant cette définition. La première remarque, c'est que ce graphe des facteurs libres, il n'est pas localement compact. Ce n'est pas un graphe localement fini. C'est-à-dire que chaque sommet dans le graphe des facteurs libres est de valence infinie. Pourquoi? Parce qu'un sommet, donc ça correspond à une classe de conjugaison d'un facteur libre propre A de Fn. Et quand vous avez un facteur libre A, vous avez une infinité d'autres facteurs libres qui sont soit contenus dans A ou soit le contiennent. Donc A a une infinité de voisins dans le graphe des facteurs libres, et donc ce graphe n'est pas localement fini. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que donc, vous avez bien sûr une action de Houth Fn sur le graphe des facteurs libres, puisqu'un automorphisme du groupe libre envoie facteur libre sur facteur libre, et si vous en avez deux A contenu dans B, eh bien phi de A va toujours être contenu dans phi de B pour tout automorphisme. Donc en fait, ça vous définit même un automorphisme simplicial. Houth Fn agit par automorphisme simplicial sur ce graphe des facteurs libres. Et la remarque que je voudrais faire, c'est que si vous prenez un automorphisme qui n'est pas complètement irréductible, eh bien par définition, ça veut dire que phi a une puissance qui préserve la classe de conjugaison d'un facteur libre. Autrement dit, phi a une puissance qui fixe un point dans le graphe des facteurs libres. Et donc phi a une orbite finie dans le graphe des facteurs libres. Ce qui entraîne en particulier, puisque l'action est par isométrie, que toutes les orbites de phi dans le graphe des facteurs libres sont bornées. Mais a priori, dire que phi a une orbite finie, c'est plus fort que dire que les orbites de phi sont bornées, précisément parce que le graphe n'est pas localement fini. Il y a une dernière remarque que je voudrais faire au sujet de la comparaison en fait, entre les deux graphes hyperboliques que je vous ai présentés jusqu'ici, le graphe des scindements libres et le graphe des facteurs libres. Donc vous voyez qu'une manière de définir un facteur libre de Fn, c'est comme un sous-groupe qui apparaît comme un groupe de sommets dans une décomposition de Fn en scindements libres. Du coup, vous avez naturellement une application du graphe des scindements libres, dont les sommets, je vous rappelle, sont les décompositions du groupe libre en un graphe de groupe dont tous les groupes d'arêtes sont triviaux, vers le graphe des facteurs libres, qui va envoyer un scindement S sur un facteur libre qui est un groupe de sommets dans S, qui est un stabilisateur de sommets dans le scindement S. Ou peut-être, alors il se pourrait que S corresponde à une action libre de Fn, donc peut-être qu'il faut écraser des arêtes avant d'avoir vraiment un facteur libre elliptique dans S, peut-être dans un écrasé de S. Bien, alors évidemment, donc, cette application, il y a un choix lorsque je la définis, parce que je choisis un facteur libre elliptique dans S, mais le point important, c'est que si vous faites deux choix différents, eh bien, ça va vous donner deux applications qui restent à distance bornée, dont les images sont à distance de Hausdorff bornées l'une de l'autre. Et de plus, donc l'application, elle va être
presque out Fn équivariante, au sens où elle est à distance bornée d'être vraiment out Fn équivariant. De plus, alors l'application est lipschitzienne et en fait, Kapovic et Raffi ont montré qu'en utilisant la géométrie de cette application, le fait qu'elle est lipschitzienne et que vous pouvez montrer qu'elle envoie une quasi-géodésique là-dedans, par exemple les chemins de chirurgie qu'on l'a vu la dernière fois, sur une quasi-géodésique ici, eh bien vous pouvez utiliser cette application pour déduire l'hyperbolicité du graphe des facteurs libres à partir de celle du graphe des cinq libres. Donc en fait, vous pouvez utiliser l'hyperbolicité de ce graphe que je vous ai démontré la dernière fois pour déduire l'hyperbolicité du graphe des facteurs libres. Voilà, alors ces deux graphes, malgré tout, ce ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas quasi isométriques. Donc je voudrais vous donner un exemple d'une suite qui tend vers l'infini dans le graphe des scindements libres, mais qui reste bornée dans le graphe des facteurs libres. Je vais prendre un exemple sur une surface. Donc prenez une surface à bord, une surface avec une composante de bord, dont le groupe fondamental c'est un groupe libre. Et puis je vais la découper grâce à une courbe séparante en deux sous-surfaces, sigma 1 qui contient la composante de bord et sigma 2 qui ne la contient pas. Et maintenant je vais dessiner un arc sur la surface dont les deux extrémités sont sur la composante de bord. Cet arc, par le théorème de Van Kampen, il vous définit un scindement du groupe fondamental de la surface au-dessus du groupe fondamental de l'arc, qui est un groupe trivial. Donc ça vous définit un scindement libre du groupe libre. Donc, cet arc-là, je peux le voir comme un point dans le graphe des scindements libres de Fn. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un difféomorphisme pseudo-anosophe de cette sous-surface sigma 1, et je vais commencer à l'itérer sur mon arc. Ce qui va se passer, c'est que je vais obtenir des arcs de plus en plus compliqués dans cette sous-surface sigma 1, qui intersectent l'arc dont je suis parti de plus en plus. Et le fait que ces arcs s'intersectent de plus en plus, ça vous dit que les scindements libres du haut S et phi puissance n de S sont de moins en moins compatibles. En fait, on peut montrer que dans ce cas-là, la distance dans le complexe des scindements libres entre S et phi puissance n de S tend vers l'infini. Mais pourtant, j'affirme que tous ces scindements-là sont d'images bornées dans le graphe des facteurs libres. Et pourquoi ça? Eh bien parce que vous remarquez que le groupe fondamental de la sous-surface sigma 2 est un stabilisateur de points dans tous les scindements phi puissance n de S. Et donc ça, par définition, ça vous dit précisément que tous ces scindements phi puissance n de S sont à distance au plus 2 ou quelque chose comme ça les uns des autres. Donc c'est vraiment en fait deux graphes dont la géométrie est assez différente. Et aujourd'hui, c'est vraiment le graphe des facteurs libres que je vais utiliser pour chercher à montrer ce résultat de classification des sous-groupes de Houth-Fn. Voilà, alors pour faire ça, je vais devoir faire quelques rappels sur la dynamique d'action de groupe sur des espaces hyperboliques. Qui viennent des travaux de Gromov sur ces espaces-là. Donc je vais me donner X, un espace métrique géodésique que je vais supposer hyperbolique au sens de Gromov. Et puis je vais me fixer un point base dans mon espace. Alors je vais commencer par vous définir une notion de bord à l'infini de l'espace X. Donc pour définir ça, je commence par définir un rayon quasi-géodésique comme une application de R+ à valeur dans mon espace X, qui est telle que, alors si c'était un vrai rayon géodésique, vous auriez que la distance de alpha de S à alpha de T devrait toujours être égale à la valeur absolue de T moins S. Dire que c'est un rayon quasi-géodésique, ça veut dire que ça va être vrai modulo
une erreur multiplicative et une erreur additive bornée près. Donc pour tout S et T, la distance entre alpha de S et alpha de T, elle va être comprise entre K fois la valeur absolue de T moins S plus K, et 1 sur K fois la valeur absolue de T moins S moins K. Donc c'est presque des rayons géodésiques dans l'espace X. Et maintenant, vous allez utiliser ces rayons quasi-géodésiques pour définir une sorte de bord visuel à votre espace. Donc un point du bord, eh bien, ça va correspondre à un rayon quasi-géodésique dans X, disons basé en le point base x0. Plus précisément, ça va correspondre à une classe d'équivalence de rayons quasi-géodésiques où je vais identifier deux rayons s'ils restent à distance de Hausdorff bornés l'un de l'autre. Ma relation d'équivalence sur les rayons quasi-géodésiques, c'est deux rayons sont équivalents s'ils sont à distance de Hausdorff bornés l'un de l'autre. D'accord? Donc, vous avez votre espace X, le point base x0. Un point du bord, c'est défini comme une classe d'équivalence d'un rayon quasi-géodésique dans l'espace qui est issu de x0. Et si vous avez deux rayons qui restent à distance bornée l'un de l'autre, bah, ça vous définit le même point dans le bord à l'infini. Voilà, et maintenant, Gromov a classifié les isométries d'un espace hyperbolique en fonction de leur dynamique à la fois sur X et sur ce bord à l'infini. Alors peut-être, je devrais vous dire qu'il y a une topologie naturelle sur X union son bord, où vous allez dire qu'une suite de points Xn tend vers un point xi du bord. Si en fait, quand vous regardez les segments géodésiques de x0 vers xn, eh bien, il reste à distance de Hausdorff bornée sur une distance de plus en plus longue du rayon quasi-géodésique qui vous définit votre point du bord. Ou la distance de Hausdorff qu'on autorise entre le rayon quasi-géodésique et les segments x0, xn ne dépend en fait que de la constante d'hyperbolicité de l'espace X. Voilà, donc je disais, Gromov a démontré un résultat de classification des isométries d'un espace hyperbolique qui étend par exemple la classification classique des isométries du demi-plan de point carré H2, le plan hyperbolique H2, et qui vous dit la chose suivante. Donc si vous donnez une isométrie d'un espace hyperbolique, eh bien vous avez trois possibilités. Soit phi est une isométrie qu'on appelle loxodromique, ou parfois aussi hyperbolique, ce qui peut se définir comme la chose suivante. Donc dès que vous prenez un point dans X et que vous appliquez les itérés de phi sur X et vous regardez à quelle vitesse les phi puissance n de X s'échappent du point X, eh bien cette vitesse va être linéaire et strictement positive. Donc la limite, vous regardez la distance entre x et phi puissance n de x, vous divisez par n, eh bien la limite. Donc cette limite existe parce que cette suite-là est sous-additive, et on dira que l'isométrie est loxodromique si la vitesse à laquelle vous vous échappez de x est strictement positive. Dans ce cas, ce qui se passe, c'est que votre isométrie phi a exactement deux points fixes dans le bord à l'infini de x, et elle va agir avec dynamique nord-sud sur x, avec un quasi-axe de translation, un point fixe répulsif dans le bord à l'infini, un point fixe attractif dans le bord à l'infini. Et ce qui va se passer, c'est que si vous prenez n'importe quel point, à part ces deux points fixes, dans x ou son bord, et que vous itérez phi à partir de ce point, donc si vous étirez les puissances positives de phi, ça va converger vers delta phi plus, et si vous itérez phi moins 1, ça va converger vers delta phi moins. Alors, le deuxième cas possible, c'est que phi soit elliptique, ce qui veut dire que toute
les orbites de phi sont bornées dans l'espace X. Et la troisième possibilité, c'est le reste. Donc phi est parabolique. Alors si je vous dis juste que c'est le reste, ce n'est pas véritablement un théorème. Mais ce qui est vraiment le théorème, c'est qu'on a une information, là encore, sur la manière dont phi va agir sur le bord à l'infini. Et on sait que dans ce cas, phi a exactement un point fixe dans le bord à l'infini. Et c'est un point fixe parabolique et les orbites ressemblent à quelque chose comme ça. Les orbites sous l'itération de phi. D'accord? Donc vous prenez une isométrie de X, vous avez trois comportements possibles. Soit cette dynamique nord-sud avec quasiment un axe le long duquel phi agit presque comme une translation, et un point fixe répulsif, un point fixe attractif dans le bord à l'infini. Soit toutes les orbites sont bornées, ou soit vous avez ce comportement parabolique. Donc ça vous classifie les isométries individuelles de X. Gromov a classifié plus généralement les sous-groupes d'isométrie de l'espace X. Et montrer le résultat suivant. Donc vous vous donnez maintenant un groupe H qui agit par isométrie sur l'espace X. Eh bien, vous avez un certain nombre de possibilités que je vais résumer dans les trois cas suivants. Donc soit H contient un sous-groupe libre non abélien qui est engendré par deux isométries loxodromiques de l'espace X. Qu'est-ce que c'est que ce cas-là? Eh bien, ça va être le cas où H contient deux isométries loxodromiques dont les paires de points fixes à l'infini sont disjointes. D'accord? Donc vous auriez cette paire de points fixes pour phi, cette paire de points fixes pour psi. Et quand vous êtes dans cette situation, eh bien la dynamique nord-sud va vous dire que vous pouvez trouver des petits voisinages de ces points fixes, x phi moins, x phi plus, et puis la même chose pour psi, qui sont tels que, alors, peut-être quitte à remplacer phi et psi par des puissances suffisamment grandes, eh bien, phi va envoyer le complémentaire du voisinage du point répulsif dans x phi plus, et phi moins 1 va envoyer le complémentaire du voisinage du point attractif dans x phi moins. Et psi va avoir la même dynamique. D'accord? Donc peut-être quitte à remplacer phi par phi puissance n et psi par psi puissance n, phi puissance n envoie le complémentaire de x phi moins dans x phi plus, et phi puissance moins n envoie le complémentaire de x phi plus dans x phi moins. Et même chose en remplaçant phi par psi. Et maintenant, ça vous dit que phi puissance, par un argument de ping-pong, ça va vous dire que phi puissance n et psi puissance n engendrent un sous-groupe libre de H. Pourquoi? Eh bien parce que si vous écrivez n'importe quel mot non trivial en phi puissance n et phi puissance n, il me suffit de vérifier que cette isométrie-là, ce n'est pas l'identité de x. Et comment je fais ça? Je pars d'un point x0 en dehors de tous les voisinages que j'ai dessinés, et je vais regarder quelle est son image par mon isométrie. Vous voyez que quand vous appliquez une puissance de phi, vous êtes envoyé dans l'un des deux voisinages rouges, puis vous appliquez une puissance de psi, vous êtes envoyé dans l'un des deux voisinages jaunes, puis une puissance de phi, vous êtes envoyé dans l'un des deux voisinages rouges, etc., etc. Et en particulier, vous ne revenez jamais en x0. Donc ça vous dit que cette isométrie-là ne peut pas être l'identité, et donc c'est bien exactement dire que phi puissance n et psi puissance n engendrent un sous-groupe libre de H. D'accord? Donc ce cas-là, c'est exactement quand H contient deux isométries loxodromiques dont les paires de points fixes sont disjointes, quitte à remplacer ces isométries par des puissances suffisamment grandes, vous engendrez un sous-groupe libre de H. Le deuxième cas possible, c'est que H est un sous-groupe d'indices finis qui fixe un point dans le bord à l'infini de l'espace X. Alors là, il y a trois images possibles. Soit H contient une isométrie loxodromique, mais toutes les isométries loxodromiques dans H ont les mêmes
ont la même paire de points fixes à l'infini, et dans ce cas-là, cette paire de points fixes est H invariante, soit H contient une isométrie loxodromique, et en fait, toutes les isométries loxodromiques ont exactement un point fixe commun dans le bord à l'infini, mais l'autre point fixe varie. Et dans ce cas-là, ce point fixe en commun va être H invariant. Et il se peut aussi que H ne contienne aucune isométrie loxodromique, mais que vous ayez des orbites qui soient paraboliques avec un unique point fixe parabolique dans le bord. Et le troisième cas, c'est le cas où toutes les orbites de H sont bornées dans l'espace X. Voilà, donc le but du jeu maintenant, ça va être, pour obtenir ce théorème de classification, de partir d'un sous-groupe de Houth-Fn, de le faire agir sur le graphe des facteurs libres, et d'utiliser ce théorème de classification de Gromov et de voir qu'est-ce qui se passe dans chacun des trois cas. Donc dans le premier cas, notre sous-groupe de Houth-Fn contient un sous-groupe libre qui est engendré par deux isométries loxodromiques de X. Rappelez-vous, les automorphismes qui ne sont pas complètement irréductibles, ils ont une orbite finie dans X et donc ils sont en fait elliptiques. Donc une isométrie loxodromique, c'est forcément un automorphisme complètement irréductible. Donc dans ce premier cas, H contient un sous-groupe libre engendré par deux automorphismes complètement irréductibles, et c'est ce cas-là dans la classification. Donc dans le premier cas, on a gagné. Le deuxième cas, H fixe virtuellement un point au bord. Vous voyez que pour traiter ce cas-là, je vais être amené à vous décrire le bord à l'infini du graphe des facteurs libres et comprendre les stabilisateurs de points pour l'action de Houth-Fn sur le bord à l'infini du graphe des facteurs libres. Donc c'est ce que je vais faire dans un instant. Le troisième cas, c'est le cas où toutes les orbites de H dans le graphe des facteurs libres sont bornées. Et ce qu'on aimerait déduire, c'est que H fixe virtuellement un facteur libre. Autrement dit, que H a une orbite finie dans le graphe des facteurs libres. Donc ici, on doit passer de orbite bornée à orbite finie, ce qui n'est pas a priori évident du fait que notre graphe n'est pas localement fini. Et donc en fait, ce cas-là, c'est le cas qui est le plus difficile, et d'une certaine manière, pour contrebalancer le manque de finitude locale, le manque de compacité locale du graphe des facteurs libres, c'est ici que je vais aussi utiliser l'action de H sur l'espace compact, qui est la compactification de Kühler-Volkmann, la compactification de l'outre-espace de Kühler-Volkmann, pour contrecarrer ce manque de locale compacité de l'espace hyperbolique. Alors, je vais commencer par traiter le deuxième point et vous décrire le bord à l'infini du graphe des facteurs libres, parce qu'en fait, même pour étudier le troisième cas, je vais avoir besoin de cette description du bord. Donc je vais commencer par ça. Alors, qu'est-ce que j'entends par décrire le bord du graphe des facteurs libres? Bien, ce que je voudrais faire, c'est vous interpréter les points du bord comme des objets qui sont définis via des actions de Fn sur des arbres réels. Et en fait, je vais faire quelque chose d'un petit peu plus précis que ça. Donc souvenez-vous, on a une application des scindements libres vers les facteurs libres. Donc en particulier, on a une application pi de l'outre-espace vers le graphe des facteurs libres. Et le but du jeu, ce que je voudrais faire, c'est étendre pi en une application bord qui va vous identifier le bord à l'infini du graphe des facteurs libres, moralement à un sous-espace du bord de l'outre-espace de Kühler et Volkmann. D'accord? Donc, on a cette application pi entre l'outre-espace et le graphe des facteurs libres. Eh bien, ce que je vais vouloir faire, c'est identifier un sous-espace privilégié du bord de l'outre-espace, que je dessine en rouge, qui va être tel que si vous prenez une suite de points dans l'outre-espace qui convergent vers un arbre dans cet ensemble rouge, eh bien, les images de ces points dans le complexe des facteurs via l'application pi va converger vers un point du bord que je vais
naturellement noter delta pi de t comme étant une extension de pi au bord. Et à l'inverse, si vous prenez une suite d'arbres dans l'outre espace qui convergent vers un arbre qui n'est pas dans ce sous-ensemble rouge privilégié, eh bien leurs images dans le graphe des facteurs libres ne va pas converger vers un point du bord. Ce qui pourrait vouloir dire par exemple que les images via pi de cette suite Tn, les pi de Tn, restent par exemple bornées dans le graphe des facteurs libres. Ou il se pourrait aussi qu'en fait les pi de Tn soient en train de tourner autour d'un point dans le graphe des facteurs libres, mais ne convergent pas de manière géodésique vers un point du bord. Voilà, donc je veux décrire, grâce à une application bord delta pi, le bord à l'infini du graphe des facteurs libres comme un quotient par cette application delta pi d'un sous-espace du bord de l'outre espace. Et le but du jeu maintenant, ce que je dois faire maintenant, c'est vous décrire ce sous-espace rouge qui va nous permettre de décrire le bord à l'infini du graphe des facteurs libres. Quels sont les arbres au bord de l'outre espace qu'on retrouve à l'infini dans le graphe des facteurs libres? Alors en un sens, il faut penser qu'un arbre qui est au bord du graphe des facteurs libres, c'est en un sens un arbre qui va être transverse à tous les facteurs libres de Fn. Qu'est-ce que ça veut dire précisément être transverse à tous les facteurs libres? Eh bien, Reynolds a proposé la définition suivante. On dit qu'un arbre dans le bord de l'outre espace est arrationnel s'il est transverse à tous les facteurs libres, au sens où dès que vous prenez un facteur libre propre du groupe libre, d'accord, donc vous avez une action par isométrie de Fn sur l'arbre T. Cette action, elle se restreint en une action par isométrie de A sur l'arbre T. Et vous pouvez considérer un sous-arbre minimal invariant pour l'action de A, qui est aussi, si vous voulez, la réunion des axes de translation de tous les éléments de A agissant sur l'arbre T. D'accord, vous faites agir A sur T, vous prenez le plus petit sous-arbre qui soit invariant là-dedans. Eh bien, on va dire que l'arbre T est arrationnel si à chaque fois que vous restreignez l'action à un facteur libre propre, automatiquement, l'action de A sur TA est libre et simplicielle. D'accord, donc l'action de Fn sur T, elle, c'est une action à orbite dense, mais dès que vous restreignez à un facteur libre propre, automatiquement, l'action devient libre et simplicielle. Je vais vous donner un exemple d'arbre rationnel. Je vais peut-être commencer par vous donner un exemple d'arbre non arrationnel. Je vais vous donner des exemples qui seront des arbres duaux à des feuilletages sur des surfaces. Imaginez d'abord, vous prenez une surface à une composante de bord, et puis vous la coupez en deux sous-surfaces, et vous considérez un feuilletage dans lequel cette courbe séparatrice, dont cette courbe séparatrice fait partie. D'accord, donc peut-être que mon feuilletage est à orbite dense sur la sous-surface sigma 1, à orbite dense en restriction à la sous-surface sigma 2, mais cette courbe fait partie du feuilletage. Eh bien, dans ce cas-là, j'affirme que l'arbre n'est pas arrationnel. Pourquoi? Parce que eh bien, vous avez ce facteur libre qui est le groupe fondamental de la sous-surface sigma 2. Quelle est son action sur l'arbre T? Eh bien, son action, c'est exactement l'action qui est duale au feuilletage minimal, donc toutes les feuilles sont denses, sur la sous-surface sigma 2. Et donc l'action du pi1 de sigma 2 sur son sous-arbre minimal dans T, ce n'est pas une action simpliciale, c'est une action à orbite dense. Donc vous avez un facteur libre dont l'action est une action à orbite dense, et ça entraîne que l'arbre n'est pas irrationnel. A l'inverse, si vous prenez une surface qui a une composante de bord, et que vous prenez dessus un feuilletage dont toutes les feuilles sont denses, un feuilletage minimal remplissant de la surface, eh bien j'affirme que l'arbre dual à ce feuilletage est un arbre irrationnel cette fois. Et une façon de s'en convaincre intuitivement, c'est que maintenant, si vous prenez ce facteur libre propre de la surface, quelle est son action sur l'arbre T? Eh bien, vous voyez que l'intersection du feuilletage avec cette sous-surface propre, toutes les feuilles viennent couper
la courbe rouge, qui est la nouvelle courbe de bord de notre surface. Et donc finalement, toutes les feuilles du feuilletage en restriction à sigma 2 sont simplement des arcs sur la surface. Donc vous avez l'action du pi1 de sigma 2 sur son sous-arbre minimal, c'est une action qui est duale à un ensemble d'arcs sur la surface. Et ça, c'est une action qui est simpliciale. Et elle est libre aussi parce que vous n'avez pas de topologie dans le complémentaire de ces arcs, puisque le feuilletage était remplissant. Alors, ça ne vous démontre pas exactement que l'arbre T est irrationnel, parce que je n'affirme pas que tout facteur libre du groupe libre se réalise comme un pi1 de sous-surface, mais ça vous donne une intuition de comment c'est possible que, en restriction à tout facteur libre propre, automatiquement l'action devienne simpliciale. En fait, remarquez qu'ici, vous avez une action de Fn sur un arbre irrationnel pour lequel vous avez exactement un sous-groupe cyclique qui stabilise un point, et ce sous-groupe cyclique, c'est le groupe fondamental de la courbe de bord, qui devient elliptique dans l'arbre dual. En fait, vous avez un théorème de Reynolds qui vous dit que ce genre d'action, c'est le seul cas où vous pouvez avoir un élément elliptique. Donc si vous avez un arbre dans le bord de l'outre espace qui est irrationnel, vous avez la dichotomie suivante, soit T est dual à un feuilletage dit irrationnel, c'est-à-dire minimal et remplissant sur une surface qui a exactement une composante de bord, dont le groupe fondamental est identifié à un groupe libre, ou alors, en fait, l'action de Fn sur T est une action libre. Donc la réciproque n'est pas vraie, hein, c'est pas vrai que toute action libre est irrationnelle, mais grosso modo, à part ces actions qui viennent de surface, on peut imaginer qu'une action irrationnelle, c'est en particulier une action libre. Donc dans la suite, je m'autoriserai souvent à faire comme si les arbres irrationnels viennent avec des actions libres du groupe libre, sachant que les actions qui sont duales à des feuilletages sur des surfaces sont en général mieux comprises, ne serait-ce que parce qu'on a toute la théorie des groupes modulaires qui vient avant et qui nous permet de comprendre ces actions-là. Alors, il y a un autre théorème de Reynolds que je voudrais mentionner parce que je m'en servirai dans la suite, qui vous dit que si maintenant vous prenez un arbre qui n'est pas irrationnel, la définition vous dit que vous pouvez trouver un facteur libre propre dont l'action sur l'arbre T est spéciale, en un sens, elle n'est pas libre et simpliciale. Et en fait, Reynolds vous autorise à choisir toujours une collection finie privilégiée de facteurs libres propres dont l'action est distinguée sur T. Donc autrement dit, Reynolds vous dit qu'il existe une application où Fn équivariante de l'ensemble des arbres non irrationnels vers l'ensemble des classes de conjugaison, des collections finies de classes de conjugaison de facteurs libres propres de Fn. À un arbre non irrationnel, vous pouvez associer de manière canonique un ensemble fini de classes de conjugaison de facteurs libres du groupe libre. Et par canonique, j'entends de manière où Fn équivariante. Voilà, alors avant de vous énoncer le théorème qui décrit le bord du graphe des facteurs libres, je vais faire une dernière définition, qui est de dire que deux arbres irrationnels T et T' sont équivalents si, moralement, T et T', topologiquement, c'est le même arbre, mais simplement, vous avez changé la métrique sur l'arbre T. Il faut penser, dans le cas d'une surface, ce serait topologiquement, vous prenez le même feuilletage, mais vous changez juste la mesure transverse au feuilletage. C'est possible, vous pouvez trouver des feuilletages topologiques qui ne soient pas uniquement ergodiques, sur lesquels vous puissiez mettre plusieurs mesures transverses, mais vous avez en général toujours qu'un nombre fini de mesures ergodiques que vous pouvez mettre dual à un feuilletage topologique donné sur la surface. Donc deux arbres sont équivalents
si ils sont topologiquement les mêmes. Donc je vais dire formellement s'ils sont homéomorphes pour ce qu'on appelle la topologie des observateurs, qui est définie comme la topologie dont une base d'ouvert est donnée par les composantes connexes des complémentaires de points dans l'arbre. Bon, mais pensez vraiment, deux arbres sont équivalents si c'est topologiquement le même arbre, mais simplement vous avez changé la manière de mettre la métrique sur votre arbre. Donc vous avez les mêmes points, les mêmes branchements, le même arbre topologique, il n'y a que la métrique qui a été modifiée. Bien, et donc, le théorème qui vous décrit le bord du graphe des facteurs libres, qui a été montré par Besvina et Reynolds et indépendamment par Hammenstedt, vous dit donc qu'il existe un unique homéomorphisme ou Tfn équivariant entre le sous-espace du bord de l'outre-espace formé des arbres arrationnels, modulo cette relation d'équivalence, et le bord à l'infini du graphe des facteurs libres. Et cet homéomorphisme, c'est bien une application bord, au sens où si vous prenez une suite d'arbres dans l'outre-espace qui convergent pour la topologie sur la compactification de l'outre-espace, donc en topologie de Gromov-Hausdorff équivariante vers un arbre T qui est arrationnel, eh bien alors leurs images dans le complexe des facteurs libres va converger cette fois au sens de la topologie sur le complexe hyperbolique union son bord vers ce point delta pi de t. Et à l'inverse, si vous prenez une suite d'arbres dans l'outre-espace qui convergent vers un arbre qui n'est pas arrationnel, eh bien alors la suite des pi de Tn n'a pas de point d'accumulation dans le bord à l'infini du graphe des facteurs. D'accord, donc on a bien réalisé le bord à l'infini du graphe des facteurs libres comme un quotient d'un sous-espace de l'outre-espace. Alors en fait, ce quotient, il est bien contrôlé et on peut montrer que les classes d'équivalence pour cette relation d'équivalence sur l'ensemble des arbres rationnels sont des simplex dans l'outre-espace, dans le bord de l'outre-espace projectifié de dimension finie. Ce qui est l'analogue dans le cas des groupes libres à ce que je vous ai dit là, que dual à un feuilletage topologique donné, vous avez qu'un nombre fini de mesures ergodiques transverses. Voilà, alors, je n'ai pas l'intention de vous donner une démonstration complète de ce théorème-là, mais je voudrais quand même vous mentionner quelques techniques qui interviennent dans sa preuve, et en particulier vous expliquer comment montrer, parce que je pense que c'est vraiment le point clé en fait dans la démonstration, comment montrer que si vous avez une suite d'arbres qui convergent vers un arbre rationnel, alors la suite de leurs images dans le graphe des facteurs libres est non bornée. Ce qui est un petit peu plus faible que de dire qu'elles convergent vers un point du bord, j'en suis bien conscient, mais malgré tout, je pense vraiment que c'est le point clé dans leur démonstration. Alors, jusqu'ici, pour étudier UTFN, on a essentiellement utilisé des actions de Fn sur des arbres. Il y a un objet dual à cette notion d'action sur un arbre, qui est la notion de lamination algébrique. Pensez dans le cas d'une surface, lorsque vous avez un feuilletage mesuré, vous avez deux objets naturels, vous avez le feuilletage, et puis l'objet qui lui est dual, c'est l'arbre. D'accord ? Le feuilletage, si vous le relevez au revêtement universel, les feuilles du feuilletage, vous pouvez les voir comme des géodésiques bi-infinis qui vous définissent une paire de points du bord du groupe fondamental de la surface. D'accord ? Donc vous avez cette sorte de dualité entre
l'arbre et les paires de points du bord du groupe fondamental de la surface. Eh bien, cette dualité, elle motive la définition suivante, qui apparaît, je crois, pour la première fois dans un article de Bezvina, Fein et Handel, mais qui a été formalisé par la suite par Coulbois, Illion et Lustisch, qui est de définir une lamination algébrique comme un sous-ensemble de paires de points du bord du groupe libre. Donc une lamination algébrique, je vais voir ça comme un sous-ensemble fermé, invariant par l'action du groupe libre et invariant par l'involution qui vous échange les deux facteurs du double bord du groupe libre. Donc c'est l'ensemble des paires de points du bord distincts. Donc le bord croît le bord moins la diagonale. D'accord, donc un élément dans une lamination algébrique, qu'on appelle souvent une feuille de la lamination, vous pouvez le voir comme une paire de points du bord, ou si vous réalisez Fn, vous identifiez Fn avec un graphe de Cayley, vous pouvez voir une feuille de la lamination comme représentée par une géodésique bi-infinie dans le graphe de Cayley qui vous définit une paire de points du bord. Et associé à un arbre réel, vous avez une notion de lamination duale, la lamination algébrique duale à un arbre dans le bord de l'autre espace. Eh bien, elle va être définie comme une lamination qui vous mesure d'une certaine manière quels sont les éléments du groupe libre qui agissent avec des longueurs de translation arbitrairement petites. Donc précisément, alors on la note en général L2 de T, et c'est défini de la manière suivante. Donc vous commencez par regarder les éléments du groupe libre dont la longueur de translation dans T est plus petite que epsilon. Pensez epsilon très petit. Et donc ce que j'appelle G moins l'infini, G plus l'infini, c'est la paire de points du bord qui sont les deux points au bord de l'axe de G, agissant sur le graphe de Cayley de F. Donc ça, ce serait, si ça c'est l'axe de l'élément G, G moins l'infini, G plus l'infini, c'est cette paire d'éléments du bord. D'accord? Donc vous regardez tous les éléments qui translatent très peu dans T, vous prenez les axes associés dans le graphe de Cayley, vous prenez l'adhérence, ça vous donne un sous-espace compact du double bord. Ensuite, vous prenez l'intersection pour epsilon strictement positif, et ça vous donne un ensemble non vide. Non vide parce que vous avez des éléments qui translatent arbitrairement petits, donc vous avez une intersection de compacts qui sont non vides. Et c'est ce qu'on appelle la lamination duale à l'arbre T. Notez en particulier que si vous avez un élément dont la longueur de translation est nulle, eh bien G moins l'infini, G plus l'infini, ça va être une feuille dans L2 de T. Alors dans le cas géométrique, en fait, si vous avez une action de Fn sur un arbre qui est géométrique, par exemple dual à une lamination sur une surface ou plus généralement dual à un complexe de bandes feuilletées, comme on a vu la dernière fois, eh bien la lamination L2 de T, ça va être exactement les paires de points de bord du groupe libre que vous pouvez réaliser comme points extrémaux d'une feuille dans la lamination. D'accord? Donc une action géométrique, ça veut dire que vous avez ce complexe de bandes sur un sous-arbre fini. Quand vous écrasez chacune des feuilles, l'espace des feuilles, c'est un arbre T. Mais si à l'inverse, vous écrasez chacune des bandes et chacun des arbres transversalement, eh bien vous obtenez un graphe de Cayley du groupe libre, et donc une feuille bi-infinie dans la lamination, vous pouvez la réaliser comme une géodésique bi-infinie dans un graphe de Cayley, et les paires de points du bord que vous obtenez dans la lamination duale à T, c'est exactement les paires de points du bord que vous obtenez comme extrémité d'une feuille dans la lamination duale. Et en fait, ce qu'ont fait Coulbois, Illion et Lustisch, c'est montrer que même si votre action de Fn sur T n'est pas géométrique, eh bien vous pouvez malgré tout réaliser la lamination duale comme des extrémités de feuilles dans un complexe de bandes, mais que vous construisez en prenant, au lieu de prendre des bases qui sont des sous-arbres finis de T, vous êtes obligé de prendre des bases qui sont des sous-arbres compacts
de T, mais vous pouvez faire la même construction et réaliser la lamination duale géométriquement. Et donc en fait, c'est vraiment des idées d'analyse de complexes de bandes, un peu dans l'esprit de ce que j'avais appelé la machine de Rips la dernière fois, qui permettent à Coulbois, Illion et Lustisch d'analyser ces laminations duales, et en particulier, dans le cas d'un arbre rationnel, eh bien, ils ont montré, alors c'est un théorème ici de Coulbois, Illion et Reynolds, ils ont montré, en analysant la lamination duale par ce genre de technique, un résultat d'unique dualité pour les arbres rationnels qui vous dit la chose suivante. Donc si vous prenez une action de Fn arrationnelle, alors je vais la supposer aussi libre pour simplifier l'énoncé, mais vous avez aussi une version lorsque l'action est duale à un feuilletage sur une surface. Eh bien, vous avez une unique dualité qui vous dit que si vous prenez n'importe quel autre point dans le bord de l'outre espace, et si vous trouvez une feuille en commun entre la lamination duale à T et la lamination duale à T', eh bien, automatiquement, T' va être lui aussi irrationnel, et en fait, topologiquement, c'est le même arbre que T. D'accord? Donc vous avez un arbre rationnel, vous prenez n'importe quel autre arbre T' qui a une feuille en commun dans la lamination duale, automatiquement, T', c'est le même arbre que T. Et ce que je voudrais faire, c'est utiliser ce résultat-là pour vous expliquer comment montrer que si vous prenez une suite d'arbres Tn qui tend vers un arbre irrationnel, alors leurs images sont non bornées dans le graphe des facteurs libres. Bien, donc supposons par contradiction que l'image est bornée. Quitte à extraire, vous pouvez supposer que la distance dans le graphe des facteurs libres entre un point base entre un certain point base et votre arbre Tn, ou pi de Tn, disons, est constante, égale à un certain entier m. D'accord? Donc l'image, c'est la suivante. Vous avez votre point base, vous avez cette suite d'arbres Tn qui vous est donnée, et puis chacun des Ti est à même distance m du point base. Donc je vais pouvoir dessiner une géodésique de longueur m entre le point base et T0, ça ce serait les sommets sur la géodésique, une géodésique de même longueur m entre le point base et T1, etc. etc. Donc je fais cette construction. Ce sommet-là, c'est, donc par définition, c'est un sommet dans le graphe des facteurs libres, donc c'est un facteur libre du groupe libre. Je vais choisir un arbre simplicial T'0 dans lequel ce facteur libre est un groupe de sommets. Et je fais pareil ici. Donc je prends un arbre T'1 dans lequel le facteur libre ici est un groupe de sommets. Je prends un arbre T'2 dans lequel le facteur libre ici est un groupe de sommets. Donc ça, comme j'ai deux facteurs libres ici adjacents, l'un est contenu dans l'autre, donc ça me dit en particulier que je peux trouver un élément G0 qui fixe un point à la fois dans T0 et dans T'0. Je peux trouver un élément G1 qui fixe un point à la fois dans T1 et dans T', etc., etc. Une façon de réécrire ça, c'est de dire que donc les GI sont elliptiques à la fois dans TI et T'. En termes de la lamination duale, c'est exactement dire que la feuille GI moins l'infini, GI plus l'infini, est dans la lamination duale commune à TI et T'. Bien, mais maintenant, donc je vais faire converger mes arbres Tn vers mon arbre rationnel T, quitte peut-être à extraire, comme j'ai la compacité du bord de l'outre espace, je peux faire converger les T'I vers un arbre T', etc., etc. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces feuilles, GI moins l'infini, GI plus l'infini, je vais les réaliser comme des géodésiques bi-infinies dans le graphe de Cayley. Quitte à conjuguer les éléments GI, je peux supposer que toutes mes feuilles passent par un même point base donné dans le graphe de Cayley. Donc, j'ai mes GI moins l'infini, GI plus l'infini qui passent tous par ce point. Quitte à extraire, je peux supposer que l'intersection avec la boule de rayon 1 est la même pour toutes ces feuilles. Quitte à extraire un peu plus, je peux supposer que l'intersection de la boule de rayon 2 avec toutes ces feuilles est la même.
etc., etc. Et en fait, par un argument diagonal, je peux faire converger gi moins l'infini, gi plus l'infini vers une feuille limite L. Et vous avez alors un argument limite qui vous dit que cette feuille L, elle va être dans la lamination duale commune à T et à T'. Mais ça, par le théorème d'unique dualité, puisque T est un arbre irrationnel, ça entraîne que T' est irrationnel et équivalent à T. Et puis vous recommencez, T' va être équivalent à T seconde, etc., etc. Et en un nombre fini d'étapes, vous obtenez que l'arbre T irrationnel est équivalent à l'arbre simplicial, qui est le point base dans le graphe des facteurs libres. Et ça, c'est une contradiction, parce qu'un arbre irrationnel, ça ne peut pas être un arbre simplicial, évidemment, parce que dans un arbre simplicial, eh bien les groupes de sommets sont des facteurs libres. Donc vous avez des facteurs libres qui agissent de manière non libre sur l'arbre simplicial. Donc vous avez obtenu une contradiction, et ça montre bien que les images des Tn dans le graphe des facteurs libres forment une suite non bornée. Et c'est vraiment le point clé dans la démonstration du théorème que je suis en train d'effacer, qui vous décrit le bord du graphe des facteurs libres en termes de ces arbres irrationnels. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire concernant la description du bord du graphe des facteurs libres. Maintenant, il nous faut analyser les stabilisateurs de points dans le bord à l'infini. Et donc, il me faut comprendre, autrement dit, quel est le stabilisateur dans OutFN d'un arbre irrationnel qui m'est donné. Pour ça, je vais utiliser le théorème suivant de Kapovič et Lustić, qui me dit que si j'ai une action, donc je vais me donner un arbre dans le bord de l'outre-espace, et ici c'est important que je prenne l'outre-espace non projectifié, donc c'est vraiment une classe d'isométrie d'arbres réels. Et je vais supposer que l'action de Fn sur T est libre, et je vous ai dit, pour un arbre irrationnel, c'est presque toujours vrai. Eh bien, alors, le stabilisateur de la classe d'isométrie de T dans OutFN, le sous-groupe de OutFN formé des automorphismes qui agissent par isométrie sur T, c'est un sous-groupe fini de OutFN. D'accord, alors, qu'est-ce que ça veut dire être dans le stabilisateur, hein, donc dire qu'un élément phi est dans le stabilisateur de T. Donc, par définition de l'action de OutFN sur l'espace des arbres, c'est dire que vous pouvez réaliser phi comme une isométrie de T, et ça s'écrit formellement en disant que si vous prenez n'importe quel représentant de phi dans OutFN, eh bien, vous pouvez trouver une isométrie I-phi de l'arbre T qui entrelace l'action au sens où, pour tout x dans T et pour tout g dans Fn, I-phi de Gx, ça va être égal à phi de G, I-phi de x. Et en fait, bon, ça ne dépend pas tant que ça du choix du représentant de phi, parce que si vous conjuguez par un élément du groupe libre, hein, donc si vous choisissez un autre représentant g phi g-1, eh bien vous pouvez vérifier que g phi g-1, c'est g I phi de x. Alors, autrement dit, ce que je suis en train de dire ici, c'est que l'action d'un automorphisme intérieur de Fn sur l'arbre T, c'est simplement donné par la translation par l'élément G par lequel vous êtes en train de conjuguer. C'est comme ça qu'on écrit stabiliser un arbre dans le bord de l'outre-espace. Alors maintenant, comment est-ce qu'on démontre le théorème de Kapovič et Lustić ? Donc pour ça, je vais utiliser un résultat de Gaboriau et Leavitt
qui vous dit que si vous prenez un arbre dans le bord de l'outre espace, il n'a toujours qu'un nombre fini, en fait un nombre borné par une constante qui ne dépend que du rang n du groupe libre, de Fn orbites de points de branchement. Donc qu'est-ce que j'appelle un point de branchement? Un point de branchement, c'est un point de valence au moins 3 dans l'arbre, un point de T dont le complémentaire a au moins 3 composantes connexes. Bien, des points comme ça, vous n'en avez qu'un nombre fini d'orbites sous l'action de Fn. Et de même, vous n'avez qu'un nombre fini d'orbites de direction en ces points de branchement. En particulier, si j'ai un point de branchement dont le stabilisateur est trivial, eh bien j'ai qu'un nombre fini de direction en ce point de branchement. Voilà, donc ce résultat-là, il est montré. La manière dont il démontre ça, c'est dans le cas où l'arbre T est géométrique, en fait, vous pouvez lire les points de branchement et les directions de branchement sur le complexe de bandes duales, qui est un petit objet combinatoire qui vous décrit entièrement l'arbre T. Et dans le cas où l'arbre est non géométrique, eh bien, vous utilisez l'approximation par une suite d'arbres géométriques pour déduire le résultat. Alors, je vais prendre ça comme acquis. Qu'est-ce que ça entraîne sur mon stabilisateur? Eh bien, ça entraîne que le stabilisateur de T a un sous-groupe d'indices finis que je vais noter H0 qui va... Donc, un élément du stabilisateur, ça va permuter les orbites de points de branchement et permuter les orbites de direction en les points de branchement. Eh bien, vous avez un sous-groupe d'indices finis qui va fixer tous les points de branchement et fixer toutes les orbites de direction. Donc, vous avez un sous-groupe d'indices finis H0 tel que pour tout phi dans H0 et pour tout isométrie I-phi associée, eh bien, I-phi préserve les orbites de points de branchement et de direction en ces points. Ce qui veut dire en particulier que si je me fixe un point de branchement x0 dans T, eh bien, I-phi de x0 est dans l'orbite de x0, donc ça s'écrit comme un certain gx0 avec g dans Fn. Et quitte à changer le représentant phi en conjuguant par g, je peux supposer que I-phi fixe x0. D'accord? Donc, j'ai ce sous-groupe d'indices fini H0, je prends un automorphisme dedans et je peux le représenter par une isométrie qui fixe un point dans l'arbre. Et en fait, mon but, ça va être de montrer que I-phi, c'est l'identité de l'arbre T. Ce qui va entraîner qu'en fait, ce sous-groupe d'indices finis, c'est un sous-groupe trivial. Alors, comment est-ce que je montre ça? Eh bien, je vais supposer par l'absurde que ce n'est pas vrai, et je vais noter x, l'ensemble des points fixes de I-phi. Bon, ben ça, c'est facile de voir que c'est un sous-ensemble fermé de T, et c'est un sous-arbre, parce que si vous avez deux points qui sont fixes par I-phi, comme I-phi est une isométrie, l'unique segment entre ces deux points doit aussi être fixe par I-phi. Ça, c'est un sous-arbre fermé de T que je suppose strictement contenu dans T. Donc, je suis en train de supposer que je peux trouver un point Z en dehors de mon sous-arbre X des points fixes par I-phi. Bien, puisque c'est un sous-arbre fermé, je peux projeter Z sur X, sur le sous-arbre X, et ce point pi de Z, il est fixe par I-phi. Mais puisqu'il est fixe par I-phi, toutes les directions autour de ce point doivent aussi être fixes par I-phi. Donc en particulier, vous pouvez trouver ici un petit segment J qui va être fixé par I-phi. Et ça vous contredit la définition de X, puisque vous avez un segment J en dehors de X qui est laissé fixe par I-phi. Ça, c'est une contradiction. Donc en fait, X est égal à T. I-phi, c'est l'identité. Et ça, vous pouvez voir que ça entraîne en fait que votre sous-groupe H0, c'est le groupe trivial. Et donc, le stabilisateur de l'arbre est un sous-groupe fini de Hooft-Fn. D'accord? Donc,
en particulier, les stabilisateurs isométriques d'arbres arationnels sont des sous-groupes finis de OutFN. Et ça a comme corollaire que si vous prenez un point du bord du graphe des facteurs libres, eh bien, son stabilisateur est fini ou virtuellement cyclique engendré par un automorphisme complètement irréductible. Donc, pourquoi est-ce que ça découle du théorème que je viens d'énoncer? Donc, si vous prenez, le stabilisateur d'un point du bord. Si vous stabilisez un point du bord, vous devez stabiliser le simplex d'arbres irrationnels qui se projette sur ce point du bord par l'application delta pi. D'accord? Donc, ce groupe H préserve un simplex de dimension finie dans le bord de l'outre espace. Donc, quitte à passer un sous-groupe d'indices finis, eh bien, H préserve l'un des points extrémaux de ce simplex. Donc, H a un sous-groupe d'indices finis H0 qui fixe un arbre T dans le bord de l'outre espace, cette fois projectifié. Donc ça veut dire que H0 est dans le stabilisateur homothétique de T. Donc tout élément phi dans H0 agit sur T par une homothétie d'un certain facteur lambda de phi. Ça vous donne un morphisme. Cette homothétie, elle vous donne un morphisme de H0 vers R plus étoile, dont le noyau, c'est exactement les isométries de T, donc le stabilisateur isométrique de T. Et ça, on a vu par le théorème de Kapović et Lustić que ce groupe-là, c'est un groupe fini. Donc en fait, votre groupe H0, c'est bien un groupe qui est virtuellement abélien. Alors en fait, bon, il faut travailler un petit peu plus pour montrer que c'est virtuellement cyclique. Et il faut aussi travailler un petit peu plus pour dire qu'en fait, bon, ça c'est pas très compliqué de voir que si vous avez un automorphisme qui agit comme une homothétie avec un facteur de dilatation différent de 1 de l'arbre T, comme T est irrationnel, l'automorphisme est forcément complètement irréductible. Donc comme ça, vous voyez que les stabilisateurs de points du bord sont compris. Et donc ça permet de gérer le deuxième cas dans la trichotomie de Gromov. D'accord? Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Donc, où est-ce qu'on en est? On cherche à montrer ce théorème de classification des sous-groupes de OutFN. On prend un sous-groupe de OutFN, on le fait agir sur le graphe des facteurs libres. On utilise la trichotomie de Gromov qui vous les classifie suivant leur dynamique. On a vu que le premier cas, c'était H contient un sous-groupe libre non abélien engendré par deux isométries loxodromiques qui sont des automorphismes complètement irréductibles. Le deuxième cas, c'est H fixe virtuellement un point du bord. On a vu que dans ce cas-là, il était soit fini ou soit virtuellement monogène, engendré par un automorphisme complètement irréductible. Et donc, il reste à traiter le dernier cas dans la trichotomie de Gromov, qui est le cas où toutes les orbites de H dans le graphe des facteurs libres sont bornées, et on veut montrer l'existence d'une orbite finie. D'accord? Donc, je vais réénoncer ce fait-là en écrivant en fait sa contraposée. Ce que je cherche à montrer maintenant, c'est que si je me donne H, un sous-groupe de OutFN qui n'a pas d'orbite finie dans le graphe des facteurs libres, autrement dit, dont aucun sous-groupe d'indices finis ne fixe de facteur libre propre de Fn,
alors en fait les orbites de H sont non bornées. On va montrer un petit peu mieux. On va montrer que si vous prenez n'importe quel point dans le graphe des facteurs libres, l'adhérence de son orbite rencontre le bord à l'infini du graphe des facteurs libres. Rencontrer le bord à l'infini, c'est plus précis que avoir des orbites non bornées. Et je vais montrer ça en utilisant un argument de marche aléatoire, en fait. Ce que je vais montrer, c'est que si vous lancez une marche aléatoire sur votre sous-groupe H et que vous la réalisez via l'application orbitale dans le graphe des facteurs libres, eh bien presque toute trajectoire va en fait converger vers un point du bord. D'accord? Donc on va se donner une mesure de probabilité sur H. Et ici, je vais utiliser l'action de Hooft-Fn sur mon espace compact. Je vais utiliser la compacité du bord de l'outre espace pour en déduire l'existence d'une mesure de probabilité mu stationnaire sur ce bord. Qu'est-ce que j'appelle une mesure mu stationnaire? Eh bien, c'est une mesure qui est telle que si vous prenez n'importe quel borélien de votre compactification, la nu mesure de A est toujours égale à la moyenne des nu mesures de ces translatés. Où la moyenne, vous la réalisez grâce à votre probabilité petit mu. Donc la mesure d'un borélien, c'est égal à la moyenne avec les poids qui sont donnés par mu des nu mesures de ces translatés. Ça, on écrit souvent ça en disant que la convolée de mu par nu, qui est exactement cette mesure de probabilité, est égale à nu elle-même. Et ici, pour avoir l'existence d'une probabilité stationnaire, c'est crucial d'avoir à notre disposition un espace compact, parce que la manière dont vous exhibez cette probabilité stationnaire, c'est en tant que limite faible des moyennes de Césaraux, des mesures que vous obtenez en convolant mu k fois avec n même et en appliquant ça à l'outre espace. Donc vous convolez avec un Dirac en un point y0 dans l'outre espace. Disons, je choisis y0 qui va se projeter sur le point base x0 que j'ai choisi dans le graphe des facteurs libres. D'accord? Donc ça, c'est facile de voir que si vous passez à la limite, vous allez bien obtenir une mesure nu qui vérifie bien que mu étoile nu est égal à nu elle-même. Mais pour pouvoir prendre cette limite faible, c'est important d'être dans un espace compact, encore une fois. Et maintenant, l'affirmation, c'est que cette mesure stationnaire que j'ai construite sur le bord de l'outre espace, sur la compactification de l'outre espace, en fait, elle donne mesure pleine à l'ensemble des arbres irrationnels. Et ça, si je montre que l'ensemble des arbres irrationnels est de mesure pleine, vous voyez que ma mesure nu, elle est supportée sur l'adhérence de l'orbite de y0 par construction. Donc cette affirmation, ça va entraîner que l'adhérence de l'orbite de y0 intersecte l'ensemble des arbres irrationnels. Mais si maintenant vous appliquez l'application π de l'outre espace vers le graphe des facteurs libres, eh bien la description du bord qu'on a eu vous dit exactement que l'adhérence de x0 avec le bord à l'infini du graphe des facteurs libres est non vide. Voilà, et donc c'est exactement ce qu'on veut. Donc vraiment le point clé, c'est de montrer que cette mesure stationnaire donne mesure pleine à ce sous-espace du bord de l'outre espace formé des arbres irrationnels. Et la démonstration est la suivante. Ça repose sur une petite application du principe du maximum. Donc, remarquez, alors,
Si ce n'était pas le cas, ma mesure nue donnerait une mesure strictement positive à l'ensemble des arbres non arrationnels. Donc, en la renormalisant, j'obtiendrai une mesure de probabilité mu stationnaire sur l'ensemble des arbres non arrationnels. Mais souvenez-vous, vous avez ce fait démontré par Reynolds que je vous avais mentionné, qui est qu'à un arbre non arrationnel, vous pouvez associer de manière canonique un ensemble fini de facteurs libres propres de Fn. Donc, si vous avez une mesure de proba sur les arbres non arrationnels, en fait, vous obtenez une mesure nu', qui est une proba mu stationnaire sur vraiment l'ensemble des collections finies de facteurs libres propres de Fn. D'accord ? Encore une fois, vous avez une probabilité mu stationnaire sur les arbres non arrationnels, mais vous pouvez envoyer tout arbre non arrationnel de manière canonique sur une collection finie de facteurs libres propres de Fn. Donc vous avez la proba stationnaire sur cet ensemble-là, que je vais noter D, qui est un ensemble dénombrable. Bon, bah, puisque j'ai un ensemble dénombrable, je peux trouver un élément D dans cet ensemble qui soit de nu' mesure maximale et strictement positive. Bon, mais maintenant, la mu stationnarité de la mesure nu', elle vous dit que nu' de D est certes maximale, mais elle doit aussi être égale à la moyenne des mesures nu' sur l'orbite de D. Donc nu' de D est à la fois maximale et la moyenne sur son orbite. Donc ça entraîne que toutes les nu' mesures de tous les éléments de l'orbite de D sont égales. Donc pour tout H dans H, nu' de HD égale nu' de D. Oui, mais maintenant, la mesure nu', c'est une mesure de probabilité, donc elle est en particulier de masse finie. Donc puisque toutes ces mesures-là sont strictement positives, ben forcément, l'orbite de D doit être finie. Et ça, c'est une contradiction, puisque j'avais supposé que H n'a pas d'orbite finie dans le graphe des facteurs libres, que H n'a pas de classe de conjugaison de facteurs libres propres périodique. On ne peut pas avoir une telle orbite finie. Donc cette contradiction, elle vous permet de montrer que la mesure nu donne mesure pleine à l'ensemble des arbres irrationnels. Ça conclut donc le troisième cas dans la trichotomie de Gromov, et ça termine la preuve de cette alternative d'Andel-Mosher. Voilà, alors, souvenez-vous, au début du cours, je vous ai dit, dans le cas des surfaces, une fois que vous avez montré le théorème d'Ivanov analogue, eh bien, il vous suffit de faire une récurrence pour obtenir un théorème de décomposition complet pour les sous-groupes du groupe modulaire et déduire en particulier l'alternative de Titz pour les groupes modulaires. Dans le cas des groupes libres, c'est un petit peu plus compliqué. Parce que donc, si vous vous donnez un sous-groupe de Houth-Fn, supposons que vous vouliez montrer l'alternative de Titz. Vous prenez un sous-groupe de Houth-Fn. S'il contient un automorphisme complètement irréductible, eh bien on a gagné parce que soit vous êtes virtuellement cyclique, donc virtuellement résoluble, ou soit vous contenez un sous-groupe libre non abélien, et donc l'alternative de Titz est montrée pour ces sous-groupes-là. Donc il s'agit de montrer le cas où H préserve un facteur libre propre de Fn. Et si H préserve un facteur libre propre de Fn, une idée naïve, ce serait de dire, eh bien, le groupe H vous donne, si vous préservez un facteur libre propre A, vous pouvez voir H, réaliser H comme un sous-groupe de Houth de A, et regarder comment H agit sur ce facteur libre propre A. Mais ça, ce n'est pas suffisant, parce qu'il se pourrait très bien que l'image dans Houth de A soit triviale. Par exemple, si vous prenez un ensemble d'automorphismes de F3 qui serait de la forme suivante, vous envoyez le premier générateur sur lui-même, et puis vous envoyez peut-être B sur BAC et C sur CBAC, quelque chose comme ça. Eh bien, cet automorphisme-là, il fixe un facteur libre propre, qui est le facteur libre propre A, et vous n'obtenez aucune information sur cet automorphisme en regardant la manière dont il agit sur ce facteur libre propre. Il vous faut comprendre d'une certaine manière comment il agit en dehors du facteur libre A.
Autrement dit, vraiment, ce que vous devez faire maintenant, c'est comprendre le sous-groupe de OutFN que j'appelle relatif à A, qui est le sous-groupe de OutFN formé des automorphismes qui préservent la classe de conjugaison de A. C'est vraiment ce groupe-là qu'il vous faut maintenant comprendre. Et en fait, ce qu'on voudrait, c'est montrer un résultat analogue à celui-ci, non pas pour les sous-groupes de OutFN, mais pour les sous-groupes de OutFN relatifs à A. Plus généralement, si vous avez une décomposition de Fn en un produit libre, vous spécifiez un ensemble fini de facteurs libres A1 jusqu'à AK, eh bien, donc je vais noter F, l'ensemble des classes de conjugaison de AI. Eh bien, vous avez envie d'avoir une alternative à la Handel-Mosher pour le sous-groupe OutFN relatif à F, former des automorphismes extérieurs de Fn qui fixent les classes de conjugaison des facteurs libres AI. D'accord, alors il y a un sous-groupe aussi naturel que j'ai envie d'étudier, c'est ceux qui agissent trivialement, c'est-à-dire juste par conjugaison sur chacun des AI. Le sous-groupe formé des automorphismes du groupe libre, tel qu'en restriction à chaque AI, phi est simplement donné par la conjugaison par un élément du groupe ambiant. Bien, alors je vais faire quelques définitions. Donc ce qu'on voudrait, hein, c'est obtenir un théorème analogue à celui-ci, mais pour les sous-groupes de OutFN F. Alors il y a des cas où c'est un petit peu particulier. Donc je vais dire que F est sporadique si soit Fn se décompose en un produit libre A étoile B et F consiste précisément en les classes de conjugaison de A et de B, ou Fn se décompose en une extension HNN sur un facteur libre de courant 1, donc A étoile Z si vous voulez, et F c'est la classe de conjugaison de A. Ces cas-là sont un petit peu particuliers. En général, vous avez une notion de complexité du facteur libre de la classe de la collection F, qui est la paire formée du nombre de facteurs plus le rang de la partie libre. Et en deuxième coordonnée, vous mettez la partie libre et vous ordonnez ces complexités de manière lexicographique. Donc les cas sporadiques, ce seraient les cas de plus petite complexité, si vous voulez. Bien, et donc, comment est-ce qu'on étudie ce groupe-là? Eh bien, en fait, on peut utiliser exactement les mêmes outils que dans le cas des sous-groupes de OutFN. C'est-à-dire que, de même qu'on a défini des scindements libres et des facteurs libres de Fn, eh bien, je peux définir un scindement libre de Fn relatif à F comme un scindement libre de Fn, mais dans lequel j'impose que les sous-groupes périphériques AI que j'ai spécifiés fixent chacun un point. Et du coup, de même qu'un facteur libre de Fn, c'est un sous-groupe qui apparaît comme un stabilisateur de points dans un scindement libre de Fn, eh bien, je peux définir un facteur libre de Fn relatif à F comme un sous-groupe de Fn qui est égal à un stabilisateur de points dans un scindement libre de Fn relatif à F. D'accord? Donc par exemple, vous êtes parti de cette décomposition. Ce groupe libre Fr, c'est un facteur libre de Fn relatif à F, puisqu'il apparaît comme un facteur libre, comme un groupe de sommets dans une décomposition de Fn en produit libre dans laquelle les AI sont elliptiques. De même, A1 étoile A2, ce serait un facteur libre de Fn relatif à F, parce que, eh bien, si vous voyez A1 étoile A2 comme un seul groupe, c'est bien un groupe de sommets dans une décomposition de Fn en un produit libre dans lequel chacun des AI est contenu dans un groupe de sommets.
Vous avez cette notion de facteur libre de FNF. Alors ici, dire qu'un facteur libre est propre, ça veut dire que A est différent de Fn, A est différent du groupe trivial, mais aussi A n'est pas conjugué à l'un des AI. A n'est pas périphérique. Donc vous avez cette notion de facteur libre propre, et du coup, vous pouvez définir la notion d'automorphisme complètement irréductible relatif à F comme un automorphisme dont aucune puissance ne fixe de facteur libre propre de Fn relatif à F. Vous pouvez définir le graphe des facteurs libres de Fn relatif à F, dont les sommets, eh bien, ça va être les facteurs libres de Fn relatifs à F maintenant. Et Handel et Mosher en ont montré l'hyperbolicité. Et dans un travail avec Vincent Girardel, nous avons réussi à décrire le bord de ce graphe des facteurs libres dans un contexte relatif, en termes d'une notion d'arbre arrationnel relatif. Comment est-ce que vous définissez un arbre arrationnel relatif? Déjà, un arbre, un FNF arbre, eh bien, c'est une action de Fn par isométrie sur un arbre réel dans lequel vous imposez, là encore, que chacun des sous-groupes périphériques AI doit fixer un point. Vous avez cette notion de FNF arbre, et vous dites qu'un FNF arbre est arrationnel si, à chaque fois que vous restreignez l'action à un facteur libre propre de Fn relatif à F, eh bien l'action que vous obtenez en restriction à ce facteur libre propre est automatiquement une action simpliciale, et alors pas forcément libre, mais disons que les seuls stabilisateurs de points sont les intersections des AI avec le facteur libre propre A que vous êtes en train de considérer. Donc vous pouvez comme ça définir une notion d'arbre irrationnel. Vous pouvez identifier le bord grâce au même genre de technique. Alors c'est un petit peu plus technique dans le cas relatif, mais c'est le même genre d'idées qui vous permettent de démontrer que le bord s'identifie aux classes d'équivalence le bord du graphe des facteurs libres s'identifie aux classes d'équivalence d'arbres irrationnels relatifs. Et ensuite, vous pouvez faire marcher vraiment le même argument dynamique en utilisant la trichotomie de Gromov pour démontrer le théorème suivant, dont une version a été montrée par Handel et Mosher pour les sous-groupes de type fini de OutFNF. Et nous avons donné une preuve pour tous les sous-groupes avec Vincent Girardel. Donc, dès que vous donnez un sous-groupe de OutFNF, et alors il faut simplement que je suppose que ma famille F est non sporadique, eh bien, soit H contient un automorphisme qui est complètement irréductible relatif à F, soit H a un sous-groupe d'indices finis qui préserve la classe de conjugaison d'un facteur libre propre relatif à F. Et encore une fois, dans le premier cas, vous pouvez pousser la dichotomie un peu plus loin. Donc soit H contient un sous-groupe libre non abélien engendré par deux automorphismes complètement irréductibles relatifs à F, ou alors ici, c'est un petit peu plus subtil que ce qui se passe dans le cas absolu. La deuxième possibilité, c'est que H est un sous-groupe d'indices finis qui soit isomorphe à un produit semi-direct d'un sous-groupe H1 semi-direct Z, où ce Z est engendré par un automorphisme complètement irréductible. Et ce H1, c'est un sous-groupe qui fixe virtuellement la classe de conjugaison d'un facteur libre propre. Alors, comme ce cas 1b
Et une nouveauté par rapport au cas absolu, je vais vous donner un exemple où ce cas se produit. Donc l'exemple, c'est le suivant. Prenez toujours, ce sera l'exemple récurrent du cours, prenez une surface ayant une composante de bord que vous divisez en deux sous-surfaces. Et je considère le groupe des automorphismes de Fn relativement au groupe fondamental de la sous-surface profonde dont on a vu que c'est un facteur libre. Eh bien, ce qui se passe, c'est que si vous prenez n'importe quel pseudo-anosophe de sigma 1, ça vous définit un automorphisme qui est complètement irréductible relativement au pi1 de sigma 2. Parce que d'une certaine manière, un pseudo-anosophe de la sous-surface sigma 1, il ne préserve aucun autre facteur libre que précisément ce facteur libre qui est le pi1 de la sous-surface sigma 2. Et du coup, eh bien, le groupe out Fn relatif au pi1 de sigma 2 contient un sous-groupe qui est isomorphe au produit direct de phi par le groupe modulaire tout entier de la sous-surface sigma 2. D'accord ? Tout automorphisme qui est phi sur la sous-surface sigma 1 et n'importe quoi sur la sous-surface sigma 2, eh bien, ça préserve sigma 2, donc c'est bien dans out de Fn relativement à pi1 de sigma 2. Et donc, vous voyez que ce groupe-là est bien de la forme un sous-groupe cyclique engendré par un automorphisme complètement irréductible, croix, un sous-groupe, le groupe modulaire de sigma 2, qui préserve un facteur libre propre, parce qu'en fait, il préserve n'importe quel facteur libre propre. Par exemple, celui-ci, il est bien préservé par tous les éléments du groupe modulaire de sigma 2. Donc ça vous donne un sous-groupe de type 1b. Et ce théorème-là, j'ai envie vraiment de le voir comme l'analogue pour out Fn du théorème de décomposition complet d'Ivanov. Pourquoi ça ? Bien parce que si maintenant vous donnez un sous-groupe quelconque de out Fn, et vous regardez une filtration maximale invariante de Fn. Alors qu'est-ce que j'entends par là ? Et vous partez du groupe Fn tout entier, vous trouvez un système de facteurs libres A1 jusqu'à AK maximal qui soit H invariant. Et puis peut-être, dans chacun des facteurs libres AI, vous redécomposez le AI et trouvez dedans un système de facteurs libres maximal qui soit H invariant. Eh bien, ce que vous dit le théorème, c'est que si vous regardez une filtration maximale comme ceci, donc votre groupe H, il vit dans out Fn relatif au AI, et là-dedans, si vous supposez que cet étage-là est non sporadique, eh bien comme la filtration est maximale, vous ne fixez pas d'autres classes de conjugaison relatives, donc forcément, vous contenez un automorphisme complètement irréductible relatif au AI. Et de même, si vous zoomez dans A1, par exemple, eh bien, H s'envoie dans out de A1 relatif au BI, mais par maximalité, ça vous dit que là-dedans, forcément, vous allez contenir un automorphisme complètement irréductible. Et donc cette filtration maximale, c'est un peu l'analogue de la décomposition complète d'Ivanov dans le cadre des surfaces. De plus, ce théorème-là, il vous permet de compléter la preuve de l'alternative de Titz pour out Fn. Donc la démonstration de l'alternative de Titz pour out Fn, eh bien maintenant, vous faites ça, on va montrons par récurrence sur la complexité de F que le groupe out Fn F trivial satisfait l'alternative de Titz. Donc ça, je vous rappelle, c'est le sous-groupe de out Fn fait des automorphismes qui agissent par conjugaison sur chacun des facteurs dans F.
Bon, le premier cas à considérer, ce sont les cas sporadiques. Donc vous avez deux cas sporadiques possibles. Soit Fn, c'est A étoile B, et votre collection F, c'est la classe de conjugaison de A et la classe de conjugaison de B. Donc dans ce cas-là, à quoi ça ressemble un automorphisme de Fn qui agit par conjugaison sur A et par conjugaison sur B? Eh bien, Leavitt a montré que ce sous-groupe-là, il est isomorphe à A croix B. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire si vous agissez par conjugaison sur A et par conjugaison sur B? Il y a une première chose que vous pouvez faire, c'est conjuguer partiellement A par un élément de A. Donc sur A, vous êtes une conjugaison par un élément de A, et sur B, vous êtes l'identité. Ça, c'est un automorphisme extérieur du groupe libre. Vous pourriez aussi faire le contraire. Sur B, vous êtes une conjugaison par un élément de B, et sur A, vous êtes simplement l'identité. Et bien, ces deux possibilités commutent, et donc ça vous donne cette copie de A croix B. C'est exactement ça, vos automorphismes. Géométriquement, vous pouvez le voir de la manière suivante. Donc si vous avez un automorphisme de Fn qui agit trivialement sur A et sur B, il agit comme une isométrie de l'arbre de basse serre de Saussainement. Quitte à prendre un bon représentant de l'isométrie, je peux supposer que mon isométrie fixe l'arête entre le sommet stabilisé par A et le sommet stabilisé par B. Et à ce moment-là, qu'est-ce que fait mon isométrie? Eh bien, sur les arêtes qui partent de A, elle multiplie, c'est une rotation par un élément de A, et sur les arêtes qui partent de B, c'est une rotation par un élément de B, et vous voyez géométriquement où apparaît le A croix B. Et l'autre cas sporadique, c'est si Fn, c'est Fn-1 étoile Z, et la collection F consiste en la classe de conjugaison de ce Fn-1, eh bien, alors Leavitt montre que out de Fn F trivial a un sous-groupe d'indice 2 qui est isomorphe à Fn-1 croix Fn-1. Qu'est-ce que c'est que ce sous-groupe Fn-1 croix Fn-1? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un sous-groupe de out Fn qui agit trivialement sur Fn-1? Eh bien, vous devez être, si j'appelle x1 jusqu'à xn une base, vous devez être l'identité sur x1 jusqu'à xn-1. Et qu'est-ce que vous pouvez faire sur xn? Eh bien, la seule chose que vous puissiez faire, c'est en fait envoyer xn soit sur lui-même, soit sur son inverse, et multiplier éventuellement à droite et à gauche par des mots en les éléments x1 jusqu'à xn-1. Et donc, vous voyez que votre sous-groupe d'indice 2, c'est le sous-groupe fait des automorphismes pour lesquels, ici, la puissance est positive, et le Fn-1 croix Fn-1, ça revient à multiplier à gauche par un élément de Fn-1 et à droite par un élément de Fn-1. Et donc, dans les deux cas, vous voyez en particulier que ce groupe-là satisfait l'alternative de titre, puisque c'est simplement virtuellement un produit de deux groupes libres. Et maintenant, le cas non sporadique. Eh bien, donc vous avez un sous-groupe H de out Fn F avec F non sporadique. Vous avez trois cas possibles. Dans le cas 1A, vous contenez un sous-groupe libre, donc vous satisfaisez l'alternative de titre. Dans le cas 2, disons, vous avez un facteur libre propre A dont la classe de conjugaison est invariante. Donc, il y a deux nouveaux systèmes de facteurs libres que je peux naturellement définir. F', que je vais noter comme F wedge A, c'est le plus petit système de facteurs libres qui contient à la fois F et A, au sens où vous regardez une décomposition de Fn où à la fois tous les éléments dans F fixent un point et A aussi fixe un point. Et puis vous avez aussi F restreint à A, qui est l'intersection des facteurs dans F avec le sous-groupe A que vous êtes en train d'étudier. Et maintenant, votre sous-groupe de out Fn,
puisqu'il préserve A, eh bien vous avez tout automorphisme dans H induit un automorphisme de A, qui, évidemment, puisqu'il était l'identité en chaque facteur dans F, eh bien, il est toujours l'identité en chaque facteur dans F restreint à A. Et le noyau, eh bien, il est fait d'automorphismes qui sont l'identité à la fois sur F et sur A, et qui sont donc l'identité sur F'. D'accord? Et donc, bon, vous pouvez vérifier que f restreint à et f' sont de complexité plus petite que le facteur f dont vous êtes parti. Et donc, par induction, ces deux groupes-là satisfont l'alternative de Tite. Et vous en déduisez alors que H satisfait aussi l'alternative de Tite, puisque cette alternative de Tite, elle est stable par extension. Donc votre groupe H satisfait bien, il satisfait bien l'alternative de Tite, soit il contient un sous-groupe libre non abélien, soit il contient un sous-groupe libre non abélien, ou soit il est virtuellement résoluble. Et il reste le cas 1b, mais ici vous montrez de même par récurrence que ce sous-groupe H1 qui fixe la classe de conjugaison d'un facteur libre satisfait l'alternative de Tite, et donc H1 semi-direct Z va lui aussi satisfaire l'alternative de Tite, et donc ça conclut la démonstration. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui.